Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va attendre quelques instants que vous nous rejoigniez. On va qu'on commence à arriver. Bon, on va démarrer doucement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à notre Impact Coffee autour de la qualité de vie et des conditions de travail et comment les améliorer au sein de votre entreprise. Alors, je vais peut-être vous demander de couper les micros si possible, juste pour le début. On entend un petit peu de bruit. Bon, Kayla, peut-être, comme il est 11h01, je me dis peut-être laissons 2-3 minutes aux gens pour arriver avant de lancer, comme vous voulez, c'est si plus ça pour vous va. qu'on tienne les temps, mais il n'y a pas de souci. Je vois qu'on est déjà on est 25. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On patiente quelques minutes le temps que les quelques-uns qui prennent le temps de s'installer arrivent. Alors, pour le micro, c'est en bas à gauche de votre écran. À l'endroit où vous avez l'audio, normalement, si vous cliquez dessus, ça coupe le micro. Mais là, j'entends pas de bruit, donc a priori, les micros sont coupés. J'attends encore une petite minute et on va lancer. Et on est une petite quarantaine, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue à notre Impact Coffee autour de la qualité de vie et conditions de travail et comment s'en emparer, comment les mettre en place au sein de votre entreprise. Alors moi, je suis Kayla, je suis responsable du succès client à NOS. En quelques mots, NOS, on est une entreprise Bicorp spécialisée dans la sensibilisation et l'engagement des collaborateurs. On propose notamment des challenges RSE sur plus d'une quinzaine de thématiques sociales et environnementales, dont la qualité de vie et les conditions de travail qui permettent de sensibiliser les collaborateurs, alors avec du micro-learning, des contenus d'apprentissage, et de les mobiliser au travers de défis. Et tout ça, on le fait au travers d'une plateforme qui est gamifiée. On essaie de faire des campagnes de sensibilisation assez ludiques et pédagogiques, et avec des associations soutenues à la clé. Et aujourd'hui, on vous propose cet Impact Coffee en amont de la semaine de la QVCT, qui va se tenir du 16 au 20 juin prochain. Et l'idée, c'est de vous apporter des leviers concrets, des pistes d'inspiration pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail au sein de votre entreprise. Et pour ce faire aujourd'hui, on a avec nous trois expertes à qui je vais demander de se présenter rapidement. Donc, Anicia, Eleanor, Emmanuel, peut-être en quelques mots, qui vous êtes, quelle entreprise solution vous portez aujourd'hui et puis quel angle vous apportez à la discussion.
Bonjour à tous, je vais commencer. Anicia Herbeau, bonjour à toutes et à tous. Moi, pour rapidement revenir sur mon parcours, j'étais sportive de haut niveau pendant un peu plus de 10 ans, ensuite kinésithérapeute, et j'ai notamment travaillé pendant 2 ans au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans tout ce qui était organisation, stratégie, planification des services médicaux. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui s'appelle Performa et j'accompagne les entreprises justement, dans tout ce qui est sur tous les sujets de prévention, et de qualité de vie au travail à travers, soit, un accompagnement type audit pour faire un état des lieux et voir ce qui est possible de mettre en place dans l'entreprise et les sujets prioritaires, ou alors à travers des formations, par exemple. Et aujourd'hui, je vais, parler de la sédentarité. Lutter, contre la sédentarité, ses impacts, ses conséquences et également, comment mettre en place, une activité physique en entreprise pour, lutter, contre ce sujet. Merci Anissa, je vais prendre la main pour la suite. Donc, moi, je m'appelle Eleanor. Je travaille chez Zest depuis 4 ans maintenant. Nous sommes une solution SaaS qui aide les entreprises à mieux écouter les salariés, aussi à piloter l'engagement au quotidien et à renforcer la performance collective. Et moi, mon rôle chez Zest, c'est d'accompagner nos clients dans leur démarche d'écoute des collaborateurs. Donc, je les aide à construire les enquêtes, notamment des enquêtes type baromètre social, aussi des pulses, à analyser les résultats, les interpréter, et puis en mettre en place des plans d'action concrets pour améliorer justement l'engagement et la qualité de vie au travail. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager des pistes sur comment mettre en place cette démarche d'écoute au sein d'une entreprise et aussi quelques cas clients de notre côté. Ravi d'être là avec vous. Merci Anicia Eleanor et à mon tour Emmanuelle Pécou. Je suis directrice marketing chez Mocha.care et également sophrologue à mon compte. Aujourd'hui, je vais apporter l'angle santé mentale à ce panel. L'idée, c'est au sein de la qualité de vie au travail, il y a plusieurs angles sur lesquels on va pouvoir faire des échanges toutes les trois et Mocha.care étant un acteur spécialisé dans la protection de la santé mentale en entreprise. Je vais pouvoir vous partager quelques exemples de pratiques qui ont été mises en place chez nos clients. Pourquoi 2025 nous paraît une année particulièrement dédiée au sujet santé mentale en entreprise. Et je vais, si on a un peu de temps, pouvoir aussi vous partager quelques pratiques, quelques outils que j'utilise plus côté sophrologie. Voilà, et merci beaucoup de nous avoir fait signe, nous. Merci à toutes les trois, on est ravis de vous avoir également. Alors, on va être ensemble 1 heure ce matin. Vous allez sans doute avoir plein de questions en réaction au partage de nos trois intervenantes. Ce qu'on vous propose, c'est à mesure qu'elles surviennent, de nous les laisser dans l'espace Q&A que vous avez en bas de votre écran, à droite a priori, et autrement dans le chat. Et on les reprendra au fur et à mesure et on aura un temps de Q&A en fin de session d'une dizaine à quinzaine de minutes en fonction de combien on avance dans la conversation pour revenir sur vos questions. Et alors, on a envie de faire une présentation un petit peu interactive aujourd'hui et notamment de vous sonder, de voir un petit peu votre niveau de connaissance sur la QVCT à ce stade. Donc, vous allez voir apparaître à travers la présentation ce QR code à plusieurs moments. Ce que je vais vous demander déjà, c'est de prendre vos portables et de scanner le QR code qui va vous renvoyer vers un Slido. C'est un outil qui permet de faire des questions sondage en direct. Et donc, chacune des intervenantes va vous poser des questions avant son intervention pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, gardez votre portable à proximité et puis on verra les réponses à ces questions ensemble. Voilà. Et je vais passer la main directement à Anicia pour ta présentation. Merci Kayla. Comme je vous le disais, moi aujourd'hui, je vais évoquer les impacts de la sédentarité et les bienfaits de l'activité physique pour justement lutter contre cette sédentarité. Euh, et on va commencer avec la première question. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts avec vos téléphones pour y répondre.
pense qu'il y a pas mal de personnes qui y sont maintenant. Alors, pour cette première question, combien d'heures de position assise par jour augmente significativement le risque de maladie chronique? Alors, on a le choix entre 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 8 heures et plus. Alors, la bonne réponse, c'est 8 heures ou plus, d'après plusieurs études et notamment l'OMS. Quand on parle d'heures assis, c'est pas forcément d'heures assis au boulot, ça va être vraiment d'heures assis, en dehors des heures, enfin en dehors du sommeil, donc ça va être dans la voiture, au cours des repas, devant la télé et cetera. Tout ça, c'est comptabilisé dans les heures assis et du coup, c'est considéré comme de la sédentarité puisque la sédentarité, on va en parler juste maintenant, c'est en fait, le comportement d'éveil avec une dépense énergétique très faible. Donc évidemment, c'est en dehors des heures de sommeil, où on est endormi et du coup, c'est les heures assis ou allongées, la journée. Il faut savoir que, on passe un peu plus de 12 heures assis, par jour travaillé. Donc comme je le disais, ça englobe à la fois les heures passées devant son ordinateur à travailler, mais également toutes celles à côté, quand on prend le métro, sa voiture, qu'on regarde la télé ou qu'on déjeune ou qu'on dîne. Hem, 90 des Français sont considérés comme sédentaires. C'est pas parce qu'on fait, du sport à côté qu'en fait on annule complètement la sédentarité. La sédentarité, c'est vraiment le fait de passer, plus de 8 heures assis, dans la journée. Donc c'est pour ça que ce chiffre est important. Et il faut savoir que, il y a 38 de risque d'augmenter, sa mortalité prématurée en passant 12 heures par jour assis. On peut passer à la slide suivante. Alors la sédentarité, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça, c'est vrai qu'on le sait, peu. Pour nous, comme c'est notre rythme de vie, en fait, on se pose pas forcément la question et puis, on n'a pas forcément non plus l'information, tous les jours. Donc ça a des impacts physiques, à la fois avec une augmentation des risques de maladies chroniques, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou alors certains cancers. Ça augmente du coup par conséquence, vu qu'il y a peu d'activité et qu'on est souvent assis, le risque d'obésité et également ces fameux troubles musculo-squelettiques, dont on connaît bien, ce sujet en entreprise puisque c'est souvent en fait la cause de nombreux arrêts maladie. Au niveau, des conséquences mentales et émotionnelles, puisque ça en a également et ça, on ne le sait pas forcément, mais ça augmente, le déclin cognitif avec une diminution de la mémoire et de la concentration, mais également ça a un impact sur les troubles de l'humeur avec une augmentation des symptômes dépressifs et anxieux et également une perturbation du sommeil. Une deuxième question qui sera en lien du coup avec les solutions pour pallier à la sédentarité, sujet que je vais juste aborder après cette deuxième question du quiz. Alors d'après vous, combien de minutes d'activité physique modérée par jour suffisent à atténuer partiellement les risques liés à une position assise prolongée? 10 ou 20 minutes, 20 ou 30, 30 ou 40, 60 ou 75? Donc la bonne réponse, c'est 30 à 40 minutes. C'est une majorité des bonnes réponses, bravo. En effet, 30 ou 40 minutes, finalement, c'est pas tant que ça et il faut savoir que vraiment n'importe quel, effort peut, entraîner des réels changements. 30 ou 40 minutes, ça peut être tout simplement de la marche active et je pense que ça, on est tous, capables de le faire à travers, par exemple, des pauses au cours de la journée. Mais voilà, faut savoir que la sédentarité, c'est pas une fatalité. Il y a plein de moyens d'y remédier et en fait, il y a pas besoin de faire, 3 heures de sport intensive, par jour pour lutter contre ça et c'est ce qu'on va voir juste après, voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui de quoi on a besoin pour lutter contre la sédentarité? C'est avant tout et majoritairement l'activité physique, et en plus l'activité physique a de nombreux bénéfices professionnels, notamment avec une réduction de l'absentéisme jusqu'à 40 puisque du coup, à travers l'activité physique et la lutte de la sédentarité, on prévient les maladies chroniques. Ça a également un impact sur le bien-être mental avec de la production d'endorphines qui diminue le stress et améliore la concentration. Je ne sais pas si, des personnes parmi vous font du sport ou des activités physiques un peu intenses, mais c'est vrai qu'on se sent souvent mieux après
et on est aussi souvent content de l'avoir fait. Donc ça, c'est la production d'hormones en fait. Ça améliore également les capacités cognitives avec une meilleure mémoire et une meilleure prise de décision grâce à l'afflux sanguin cérébral. Par conséquent, une meilleure productivité. Il y a une étude de Goodwill Management avec le MEDEF et le SNOSF qui a montré qu'il y avait une hausse de l'efficacité jusqu'à 10% et une rentabilité supplémentaire de 4 à 14%. Et également, pratiquer l'activité physique en entreprise, ça peut améliorer la cohésion d'équipe puisque du coup, les collaborateurs se retrouvent entre eux et partagent des moments informels à travers le sport et ces activités-là. Et du coup, ça renforce les relations interpersonnelles. Concrètement, quelles peuvent être les solutions pour les personnes qui sont en charge de la qualité de vie au travail ou alors dans les équipes des ressources humaines en entreprise? Ça peut être des activités physiques autour de séances de sport, s'il y a des espaces qui sont dédiés dans l'entreprise, ou alors avec l'intervention d'une personne qui fait des séances de sport à l'extérieur, par exemple, entre midi et deux ou le soir. Ça peut être aussi des aménagements des espaces, faire en sorte d'inciter au mouvement en incitant, en donnant des challenges, par exemple, de ne pas prendre l'ascenseur pendant une semaine et de plutôt prendre les escaliers, de mettre un peu d'affichage en libre accès pour sensibiliser à l'activité physique et à lutter contre la sédentarité. Ça peut également être des challenges sportifs avec des petites compétitions entre les différents services. Ou également des avantages financiers avec, par exemple, une aide sur l'inscription à une salle de sport en extérieur ou alors en intérieur, enfin interne à l'entreprise s'il y en a une. Donc voilà pour ma part sur les sujets de l'activité physique et de la lutte de la sédentarité. Ça fait partie vraiment d'une politique d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail qui aujourd'hui sont essentielles de par notre mode de vie et qui en fait influencent beaucoup de choses, que ce soit la santé physique et mentale et également en fait les performances de l'entreprise. Donc ça a un intérêt pour tous. Et pour faire suite aux démarches de qualité de vie au travail et des conditions de travail, je donne la parole à Eleanor. Merci Alicia, c'est hyper intéressant. Euh, alors, on va commencer donc avec une petite question. Donc, moi, je vais parler de comment les entreprises peuvent agir sur la QVCT concrètement. Donc, si on passe sur la slide suivante, on va avoir donc une petite question. Donc, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez bien. Et alors, vous avez 20 secondes. Donc, selon vous, quelle est la proportion de personnes qui ont été en arrêt suite à des raisons de santé mentale? Donc, on a 1 sur 3 personnes, 1 sur 5 ou 1 sur 10. Qu'en pensez-vous? Hop. Et c'est terminé. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, donc la majorité ont voté pour 1 sur 5 et en fait, c'est 1 sur 3. C'est beaucoup plus commune que vous aurez peut-être pensé. Et on va regarder donc sur la slide suivante. Donc, en fait, on a réalisé donc une étude l'année dernière. Donc, c'est notre baromètre d'expérience collaborateur qui s'appelle le Baromex. Donc, c'est le score que vous voyez juste à gauche ici. Donc, le niveau de stress en moyenne en France en 2024, c'était à 4,8 sur 10. Qui peut paraître modéré, si vous voulez, mais surtout, il traduit en réalité un stress chronique chez les salariés et aussi dans notre vie quotidienne personnelle également, qui peut être souvent banalisé, qui est vraiment un facteur de risque majeur pour l'épuisement professionnel. Donc, le burn-out, c'est vraiment un stress chronique, ce qu'on vit tous les jours. Donc, ce niveau de stress modéré tous les jours peut provoquer des problèmes plus graves. Éventuellement de problèmes de santé mentale, par exemple anxiété, dépression, mais aussi des problèmes physiques, comme Anicia a évoqué tout à l'heure. Ça pourrait être des troubles de sommeil, des maladies cardiovasculaires éventuellement. Et donc le chiffre qu'on vient de voir, donc un salarié sur 3, donc 36% des salariés concrètement ont déjà été arrêtés plusieurs jours en raison de leur santé mentale, ce qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que voilà, un salarié sur 3 a déjà vécu des problèmes de santé mentale. Et surtout, la santé mentale a désormais dépassé la santé physique comme première cause des arrêts maladie. Ça, c'est en France, mais aussi ailleurs en Europe. Je sais que c'est le cas au Royaume-Uni également.
Et ce chiffre est particulièrement préoccupant car il se reflète quelque part une normalisation de l'épuisement psychologique au travail que nous observons de plus en plus sur le terrain dans notre vie, notamment via des arrêts maladie pour burn-out ou éventuellement des troubles anxieux aussi. Et ce niveau de stress qu'on observe de plus en plus chronique peut entraîner aussi donc, des arrêts maladie qui ont du coup un coût au niveau de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que la QVCT, c'est vraiment pas une option ou même une luxe en entreprise. C'est vraiment un véritable levier pour booster la performance des salariés, la prévention des RPS et aussi, et surtout, ça a un vrai ROI pour l'entreprise. Donc, voilà, en termes d'argent, voilà, ça va vous faire gagner quelque chose également. Et donc, on va regarder comment mettre en place une démarche QVCT, de quoi on parle. Le premier enjeu, c'est vraiment d'identifier rapidement les irritants au quotidien, donc avant qu'ils se dégénèrent, si vous voulez, en risque plus sérieux. Donc d'identifier ça au plus vite, donc grâce à des outils de mesure régulières, donc pas juste un baromètre annuel, mais avec des mesures plus régulières, on va pouvoir suivre les perceptions des équipes, voir s'il y a des tendances, des éventuelles différences, écarts entre les populations, des situations qui se dégénèrent, et éventuellement ajuster les actions de façon agile. Donc, c'est ce qu'on fait dans notre travail avec nos clients. Dans les analyses, nous allons identifier donc, les écarts entre les différentes populations, par exemple entre les hommes et les femmes, les différentes directions, les services, ou encore selon l'ancienneté ou la génération. Est-ce qu'on observe des différences, des tendances dans ces résultats? Deuxièmement, il est vraiment crucial de garantir donc une réponse rapide aux situations graves, par exemple des cas d'harcèlement ou de surcharge de travail, de détresse psychologique. Donc un canal d'expression où les collaborateurs peuvent remonter ces difficultés, qui est vraiment sécurisé et pris au sérieux surtout. C'est vraiment un levier de prévention qui est essentiel dans une démarche de QVCT. Et puis, troisièmement, donc on va parler ici de l'intégrer la QVCT dans le quotidien, donc d'avoir des rituels simples, par exemple des prises de température régulières. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas si vous êtes au courant donc, du mot des pulses, donc des sondages hebdomadaires, mensuels, trimestriels, que ce soit sur l'humeur, pardon, sur la charge de travail. Mais ça peut passer aussi par des points individuels avec son manager, donc des one-to-one. Qui vont montrer aux collaborateurs qu'on s'intéresse sincèrement à leur vécu. Donc voilà, un baromètre tous les ans, c'est pas suffisant. Et donc on a justement un cas chez un de nos clients qui s'appelle donc Orange Store. Donc c'est un client qui a mis en place un dispositif d'alerte au sein des magasins en France, justement pour détecter et réagir aux incivilités qui sont subies par les équipes au quotidien dans ces magasins pour améliorer la sécurité et leur bien-être. Donc c'est un sondage journalier. Et ça a provoqué donc aussi la création d'une équipe vraiment dédiée à la gestion de ces incivilités dans les magasins, et surtout une application de la part des managers donc, qui vont justement réagir à ces situations, accompagner leurs collaborateurs. Et ça a permis notamment, donc le fait de mettre en place ces sondages, d'identifier des zones de difficulté, donc des boutiques vraiment en situation de difficulté, pour pouvoir mettre en place des actions concrètes. Par exemple, l'embauche tout simplement d'un agent de sécurité dans ces boutiques qui sont concernées, où les incidents sont plus récurrents. Et le deuxième cas dont je voulais vous parler, c'est un de nos autres clients qui s'appelle Greenflex. Vous les connaissez peut-être. Donc leur objectif, c'était un peu différent, c'était plus global, de renforcer justement l'engagement des collaborateurs pour mieux capter les signaux faibles dans l'entreprise. Et donc, ils ont choisi en 2021, donc il y a 4 ans déjà, de passer une logique d'écoute en continu, donc plus régulière, en s'appuyant sur différentes fonctionnalités.
Et cela a permis notamment de passer donc d'un baromètre interne ponctuel qu'ils appellent le BIB, donc le bonheur intérieur brut. Donc ils ont marqué aussi la démarche en interne qui aide. Donc ils ont passé de ça à une vraie culture d'écoute plus régulière, plus fine, donc avec des analyses pour identifier justement les tendances. Et cela a eu du coup des effets mesurables, donc un taux de participation qui est supérieur à 80%, c'est quelque chose qui est vraiment super. Et donc, du coup, le fait d'avoir des résultats plus représentatifs, plus proches de la réalité du terrain. Donc, voici juste quelques exemples et si ça vous intéresse, je crois que Aurélien a justement envoyé la vidéo pour écouter un petit peu plus. C'est très intéressant d'écouter ce cas client. Donc voilà, l'amélioration de la QVCT, c'est aussi et surtout prendre soin de la santé psychologique des équipes. Et donc maintenant, je vais passer la main à Emmanuel qui va en parler de ce sujet justement. Merci Eleanor et merci aussi pour le pont avec cette troisième partie où je vais faire un focus sur la partie santé mentale. Eleanor vous a aussi posé le cadre on va dire du marché, du pouls de la santé mentale en entreprise et pourquoi aujourd'hui c'est un sujet préoccupant et sur lequel on va vouloir travailler aux côtés des responsables QVCT et RH en entreprise et bien au-delà. Et une des premières choses que je vous ai aussi communiquées en introduction, c'est pourquoi 2025, c'est une bonne année pour, on va dire, passer à l'action et prioriser ça parmi tous les sujets sur lesquels on peut travailler en entreprise pour prendre soin des salariés. C'est que 2025, c'est une année qui, en France, est dédiée à la prise en charge de la santé mentale. Vous l'avez entendu dans plein de discours politiques et je voudrais commencer par ça. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui, enfin, quels sont les axes derrière la santé mentale, grande cause nationale en France? Est-ce que vous avez écouté les grands discours politiques? Est-ce que vous êtes renseigné là-dessus? N'hésitez pas à nous dire en chat, sinon je vais prendre un peu de temps pour vous représenter les quatre piliers. Pourquoi c'est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que santé mentale, on a vu que c'était un des grands axes de la QVCT et finalement, pourquoi le gouvernement a décidé aussi d'aller travailler là-dessus, c'est qu'il y a on va dire deux volets. Le premier, c'est l'influence sur les conditions de travail pour l'ensemble d'entre nous, donc la prévention pour tous. Et la deuxième chose, c'est l'intégration des salariés touchés par des troubles mentaux. Donc, ce qu'on voit ici dans le programme et les différents piliers qui ont été identifiés comme axe de travail au niveau national, c'est un, la déstigmatisation. Donc, changer notre regard à tous sur les troubles psychiques, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous concerne tous. Deuxième point, c'est la prévention. Donc, Elana en a beaucoup parlé avec la partie pulse, mesure, comprendre les signaux faibles, les irritants en amont. L'idée, c'est de se dire, en fait, on est tous capables de repérer et ça nous demande à chacun d'être formé, d'être sensibilisé sur comment repérer ces signaux faibles. Troisième chose, c'est l'amélioration de l'accès aux soins. Vous le savez, en fonction selon les types de soins, on a, on va dire, des professionnels de santé qui sont plus ou moins disponibles et qui sont, on va dire, sur les bons niveaux d'expertise, notamment sur la partie psychologique. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la différence entre la psychiatrie, la psychologie, le coaching, etc. Mais finalement, on a aussi cette question de savoir vers quel type de professionnels se tourner. Sur des sujets d'accès aux soins. Et puis la dernière chose, c'est d'accompagner les personnes concernées par des troubles psychiques dans toutes leurs dimensions de leur vie personnelle et leur vie professionnelle, parce que nous ne sommes qu'un. Nous ne sommes pas Emmanuel avant 8h30 d'arriver au bureau et Emmanuel après 8h30 dans sa journée de travail. Je suis qu'une seule personne et donc vous l'êtes aussi tous. Donc on a tous notre charge émotionnelle qui finalement est un tout. Je vois, Janssen, que tu rebondis sur le côté politique et comment rentrer dans l'action. Donc, ça va me faire une parfaite transition. Merci mille fois d'avoir réagi. Moi, je voulais vous faire deux petits quiz de chiffres à nouveau pour vous faire réagir sur l'ampleur du sujet. Première question, quelle est la proportion de salariés français qui ont déjà vécu ou ont été témoins de situations de harcèlement moral sur leur lieu de travail? Si vous avez bien écouté Eleanor, ça va être un chiffre aussi qui va faire écho.
pas facile entre 1/3 et 3/10. Ceux qui arrivent à faire la différence entre 30% et 33% sont vraiment très très forts. La bonne réponse, c'est un salarié sur trois. Je pense qu'on peut accepter tous ceux qui ont répondu 30% également. Merci beaucoup d'avoir d'avoir répondu en ce sens. Ça fait complètement l'écho avec le 30% qu'avait mis, enfin, 36% qu'avait mis en avant Eleanor sur la santé mentale comme raison d'arrêt maladie. Et finalement, le harcèlement moral est une des facettes mais en tout cas, c'est devenu un lieu commun et pour des mauvaises raisons. Deuxième chiffre sur lequel je voulais vous faire réfléchir, rebondir, c'est la proportion des salariés français qui souhaitent que leurs employeurs mettent en place des mesures pour protéger leur santé mentale. Bravo aux 50. Non, la bonne réponse, c'est 9 salariés sur 10. Je ne sais pas, c'est une petite erreur, une petite erreur technique, mais aucun problème. Je pense que, en fait, en gros, l'immense majorité des Français aujourd'hui, dans la grande enquête qu'on a menée en février dernier, donc ça date d'il y a 2 mois, nous ont dit qu'aujourd'hui, c'était la responsabilité, en tout cas à leurs yeux, de leur employeur de prendre soin de leur santé mentale, mettre en place des mesures de prévention et de protection lors de moments de crise, qu'elles soient individuelles ou collectives. Voilà, donc c'est un chiffre qui est énorme, 90% aujourd'hui, et des solutions existent pour passer à l'action. Et je vais pouvoir peut-être vous partager quelques éléments, mais je crois qu'avant ça, on a un podium des plus rapides et des meilleures réponses. Donc bravo Sandra, Camille, Elodie, Elisabeth et bravo à vous tous parce que au fond, merci d'avoir joué le jeu et je pense que c'est très important d'avoir ces grandes ordres de grandeur aussi en tête quand on cherche à convaincre autour de nous. J'imagine que si vous êtes connecté à ce webinaire, vous êtes parmi les convaincus qu'il faut passer à l'action. Voilà, ça, je vous en ai parlé sur les chiffres. Si ce monde du travail reste hostile pour dire un tiers des Français, il y a des solutions qui existent. J'imagine que vous connaissez Antoine Dupont, passons directement dans les solutions sans plus attendre. Et là, je voulais vous parler de quatre pratiques qui, nous, chez Mocha.car, nous marquent au fur et à mesure des années pour cultiver un cadre de qualité de vie au travail qui soit plus bienveillant. Premier axe, ça fait tout à fait le lien avec la partie Pulse, détection des signaux faibles. C'est la mise en place chez certains de nos clients, notamment des grands groupes très décentralisés avec une partie agence ou terrain comme Engie ou le Crédit Mutuel Arkea, c'est d'avoir un réseau de capteurs terrain bienveilleurs, en tout cas une espèce de vigie. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément des managers, mais qui ont cette capacité forte à comprendre et détecter les signaux en amont et savoir les reporter aux bonnes personnes au bon moment. Pourquoi c'est important? C'est que on se rend compte, nous, en travaillant au quotidien avec des RH, que ce sont souvent les RH qui sont au courant le plus tard des situations, quand c'est déjà quasiment trop tard pour passer à l'action. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, on a un certain nombre de personnes qui sont capables de faire remonter l'information, de faire la vigie et de transmettre aux bonnes personnes, aux personnes qui vont être qualifiées pour aller travailler avec tel salarié qui se présente dans une situation plus défavorable ou même une situation de détresse. Donc ça, premier gros pilier, et c'est vrai que ce maillage interne est finalement, on va dire, un premier socle, une soupape qu'on voit de plus en plus chez nos clients. Deuxième axe, c'est la sensibilisation des managers. Ça faisait partie des piliers que je vous ai présentés aussi sur la grande cause nationale. Pourquoi c'est important? C'est que les managers aujourd'hui ont cette responsabilité d'encadrement de proximité. Et là, je vais prendre deux exemples qui ont complètement rien à voir, mais l'idée, c'est de se dire comment on fait en sorte que ces managers soient les plus formés, les plus capables de comprendre ce que sont que les RPS, donc les risques psychosociaux, de comprendre
quelles sont les différentes facettes des traumatismes et de violences et comment ça peut agir, on va dire se traduire dans les comportements observables au travail. Donc sensibilisation des managers, deuxième axe socle qui fait partie des fondamentaux maintenant des politiques et des programmes de QVCT qu'on met en place chez nos clients. Troisième pilier hyper intéressant pour moi, notamment avec ma casquette, on va dire plus de thérapeute, on se rend compte que nous sommes, on est tous différents et on a donc des besoins d'accompagnement qui peuvent être très variés, même au cours d'une vie. Donc, ce qu'on a repéré chez l'essentiel de nos clients, et je voulais surtout mettre en avant une grosse société comme L'Oréal où on a une quinzaine de filiales qui travaillent avec nous, mais tout autant qu'une start-up qui est Yubo qui est une plus jeune société où la moyenne d'âge est de moins de 30 ans. Dans les deux entreprises, on a ressenti ce besoin très fort d'avoir un accompagnement à l'échelle individuelle. Pourquoi c'est important? C'est de trouver finalement la bonne alliance thérapeutique avec la personne avec qui on va se sentir capable de faire un premier pas et de se faire accompagner, notamment en prévention. Se dire, en fait, je ne vais pas voir un psy, un coach, un thérapeute, ce que vous voulez, lorsque je me sens déjà pas bien. Mais non, au contraire, j'ai envie de faire au contraire, ou on va dire en amont, j'ai envie de faire un premier pas vers une prise en charge de ma santé mentale, comprendre comment ça s'applique à moi. Et ça, finalement, on se dit que chez nos clients qui financent des premières sessions avec des thérapeutes, psy, coach, sophrologues, en tout genre, avec des expertises en tout genre, en visio, en présentiel, ça permet à chacun de trouver la bonne personne et la bonne oreille sans être peut-être noyé dans l'information qu'on pourrait trouver sur Internet. Et puis, quatrième pilier, c'est le soutien à la reprise après un arrêt long. Il y a plein de types d'arrêts. Bien sûr, on a parlé un peu plus tôt des arrêts liés à la santé mentale, mais ça peut être d'autres types d'arrêts. Donc, c'est pas que les arrêts, on va dire, burn-out. Il y a tous les arrêts parentaux, les arrêts maladie autres. Et l'idée, c'est que avec nos clients, on ait un accompagnement particulier pour ces personnes au moment où elles partent pour s'absenter et on va dire en cours d'absence et au moment où elles retrouvent le chemin du travail, le chemin de l'emploi. Pourquoi c'est particulièrement important sur la qualité de vie au travail, c'est qu'on se rend compte que c'est des situations individuelles où il y a un besoin d'accompagnement fort, mais ça a aussi un impact sur le collectif, c'est-à-dire que je rentre de congé maternité, bah, il y a eu un long moment sans moi et donc, l'équipe a travaillé d'une certaine façon. Et donc, si on a un dispositif renforcé pour accompagner aussi l'équipe au moment de la reprise du travail d'une personne qui était absente pendant longtemps, on bénéficie au collectif. Voilà, je ne sais pas si ces piliers vous font réagir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais les prendre dans la partie questions-réponses où vous parlez d'autres cas clients. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur les présentations plus, on va dire, générales sur la QVCT et peut-être réfléchir, prendre cinq minutes ensemble pour se dire en fait concrètement qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire dès demain. Vous avez vu différentes facettes donc, de la qualité du travail avec nous trois et du coup on voulait mettre en valeur aussi ce qu'on peut faire dès la semaine de la QVCT. Kayla vous en parlait, la semaine de la QVCT, c'est tous les ans en juin et c'est toujours le bon moment pour faire un premier pas, pour faire une piqûre de rappel au sein de vos entreprises pour l'ensemble des salariés ou bien telle équipe. Et donc, je voulais vous proposer des choses donc plutôt côté santé mentale. Si on va sur la prochaine slide, nous, on a tous les ans, on va dire, un programme semaine de la QVCT qu'on propose à l'ensemble de nos clients ou de nos nouveaux clients, finalement, se dire, bah, pendant cette semaine-là, bah, on va essayer d'accentuer notre communication. On sait que c'est des semaines qui sont toujours très denses, donc c'est plutôt des programmes clés en main pour sensibiliser les équipes aux fondamentaux, aux bons réflexes de la santé mentale, sur lequel toute la communication est aussi faite par nous. Et donc, ça vous permet de dérouler quelque chose sans, on va dire, avec une plus grande facilité. Enfin, voilà, c'est une proposition comme une autre, mais au fond, je voudrais aussi vous parler d'une petite chose qui peut être toute simple, mais qui fait la différence, c'est de se dire, bah, en fait, on a tous les outils en nous pour prendre soin de notre santé physique, mentale, et sur la santé mentale, il y a quelque chose qu'on fait pas, alors qu'il y a quelque chose sur la santé physique qu'on fait
tout le temps. Ça va être très, très simple et très simpliste. Donc, désolé pour l'exemple, mais moi, en sophrologie, quand je vois les patients, je leur dis, bah, finalement, combien de fois par jour vous êtes allé vider votre vessie aujourd'hui et combien de fois par jour vous avez pris le temps d'aller vider votre charge émotionnelle ou mentale aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle serait votre réponse sur combien de fois vous êtes allé aux toilettes par jour, mais finalement, la réponse à combien de fois vous êtes allé vider votre charge mentale, essayer en tout cas d'alléger d'un poil votre niveau de stress lors de moments où vous savez que vous allez sans doute avoir un petit pic pour X raisons dans votre quotidien. Et donc, finalement, quand la réponse est souvent très déséquilibrée entre la réponse sur les toilettes et la réponse sur la charge mentale, bah, je dis, voilà, peut-être que le premier pas, c'est de se dire, bah, en fait, je mets dans mon calendrier ou bien dans mon téléphone une application de cohérence cardiaque et je prends quelques minutes pour faire ces grandes expirations et proposer ça à l'ensemble de mon équipe, de faire ça en début d'un rendez-vous, d'un meeting tous ensemble où en fait on prend jamais le temps, de faire un moment de silence sans regarder ni son écran, ni je sais pas quoi, où on est en retard sur quelque chose. Et ça peut être très simple, vous n'avez pas besoin de nous, mais il faut juste se dire que c'est quelque part dans notre quotidien. Et je passe la balle à Kayla qui va nous parler peut-être d'autres d'autres pistes, D'autres- d'autres outils qu'on pourrait vous proposer. Ouais, merci beaucoup, Emmanuel. Et moi, cet exemple, je le trouvais très pertinent parce que je pense qu'on a tous eu des journées au travail où on enchaîne et on ne prend pas ces petits temps de pause. Donc, c'est un bon rappel. Et alors, quelques pistes d'action pour poursuivre effectivement et lancer cette démarche à l'occasion de la QVCT? Effectivement, la semaine de la QVCT, comme le rappelait Emmanuel, c'est l'occasion de lancer ce genre de démarche, mais la QVCT, c'est un enjeu sur toute l'année. Certaines des solutions que nous, on peut vous proposer, c'est notamment des webinaires et des outils pour mettre en place une stratégie, des actions concrètes, comme celles et ceux proposés par Mokaker, pour un temps fort autour de la prévention de la santé mentale, comme le disait Emmanuel. Vous pouvez, avec NOS, lancer un challenge pour sensibiliser vos équipes à l'ensemble des problématiques QVCT. Donc, encore une fois, de manière assez ludique, au travers de contenus d'apprentissage, de défis aussi. C'est un challenge en général qui se fait sur 4 semaines, donc qui est assez rythmé, qui permet de mettre en place une dynamique collaborative aussi au sein de l'équipe. Vous pouvez lancer une enquête ou un baromètre social avec Zest, ce que nous présentait Eleanor un petit peu plus tôt, ou, et d'ailleurs, officialiser un lancement de projet QVCT, peut-être plutôt sur le temps long, avec Performa, avec à la clé de la sensibilisation, du suivi, des mesures, et notamment la prévention contre la sédentarité dont nous parlait Anicia en début de ce webinaire. Voilà. Et je vois qu'il nous reste une quinzaine de minutes, donc on va pouvoir passer à vos questions et réponses. Je crois qu'on n'en a pas encore eu beaucoup sur l'espace Q&A et pas non plus sur le chat. Donc soyez pas timides, n'hésitez pas à nous partager des questions. Ça peut être pour aller un petit peu plus loin, peut-être poser une autre thématique qu'on a moins abordée aujourd'hui. Et peut-être le temps de vous laisser poser vos premières questions. Une suggestion qu'on a eue dans le chat. Effectivement, on a mentionné à plusieurs reprises tout au long de ce webinaire le burn-out. Mais il y a aujourd'hui de nouvelles crises qui surviennent, et notamment le brown-out et le bore-out. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec ces concepts. Le bore-out, c'est une crise qu'on attribue en général à l'ennui, un employé voilà, qui perd la motivation, est plus désengagé, démotivé, un peu désemparé dans son travail, en général parce qu'il s'ennuie au quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle le bore-out. Et puis, il y a aussi le brown-out. Ça, c'est quand les tâches du quotidien perdent leur sens. Et c'est pareil, ça crée un désengagement, une démotivation, de l'anxiété aussi, de la tristesse chez l'employé quand il est concerné. Est-ce que Emmanuel, Eleanor, Anicia, vous avez des recommandations peut-être sur comment gérer ce type de nouvelles crises qui peuvent survenir en entreprise, peut-être comment les identifier dans un premier temps et puis comment les adresser?
Si vous voulez, je peux commencer. Et puis, Anissa et Eleanor, je pense que vous allez pouvoir être beaucoup plus complète que moi. Mais en tout cas, sur la partie détection, bah, ça fait tout à fait, on va dire, le pont avec ce qu'on s'est dit sur repérer ces signaux faibles. En fait, l'idée, c'est de savoir identifier et de créer l'espace de parole pour que ce salarié en question puisse bah, exprimer à la fois la situation et puis les symptômes ressentis. Et les symptômes, pas forcément au sens médical, mais en tout cas, comment ça se manifeste dans son quotidien, cette perte de sens ou cet ennui. Donc première chose, en fait, créer ce cadre de parole, on va dire, libre, que ce soit avec un manager, un collègue, un RH, un membre du CSE, en tout cas, trouver enfin, créer ces espaces de parole qui permettent de le faire, de le détecter, de le faire, on va dire, rejaillir à la surface. Et la deuxième chose, ça va être, on va dire, de travailler avec cette personne sur ses propres réponses, ses propres suggestions pour retrouver un état, on va dire, d'engagement plus proche de l'état souhaité, on va dire, éviter de calquer nous, nos facteurs de motivation personnelle, ce qu'on a souvent envie de faire quand on veut aider une personne dans ce type de situation, et au contraire d'aller chercher chez la personne ses propres leviers de motivation, ses propres ressources pour aller se dire en fait finalement comment cela peut évoluer, et ce soit des ressources qui soient possible et atteignable dans l'entreprise actuelle ou en dehors. Ça peut être complètement dédié plus de temps à des priorités personnelles parce que c'est ça qui me nourrit et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'aller vers un mieux-être. En tout cas, laisser cet espace ouvert à la suggestion par la personne en question. Moi, ce serait un peu les deux axes dont je voulais, on va dire, mettre en valeur pour cette question sur le burn-out. Bah, je me permets de réagir parce qu'effectivement, c'est sur ça qu'on travaille de toute façon avec nos clients. C'est comme tu as dit, Emmanuel, premièrement, bah, la partie identification, donc la mesure, que ce soit bah, en one-to-one ou via des enquêtes anonymes, par exemple. Et puis, l'étape d'action, où là, effectivement, donc, le fait d'identifier, donc éventuellement donner la main aux collaborateurs pour suggérer des idées, c'est super. Et aussi, ça fait écho un peu à l'idée qu'on entend parler de plus en plus en entreprise, c'est cette idée de job crafting, de pouvoir bah, créer d'une certaine manière son propre travail, de faire tout un peu plus de ce qu'on aime, en modifiant un petit peu les tâches ou éventuellement les interactions, les personnes avec qui on va interagir en entreprise. Je pense que ce sont des différentes manières, si on ne peut pas agir forcément sur la mobilité interne, éventuellement pour changer complètement de travail. Il y a aussi des petites actions que bah, un collaborateur pourrait éventuellement discuter avec son manager pour mettre en place, voilà, un petit peu donner un peu plus d'intérêt, du sens dans son travail. Et pour finir, je ne peux que confirmer ce que viennent de dire Eleanor et Emmanuel. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense que c'est aussi une prise en charge qui doit être assez large dans ces cas-là. Et en fait, je reviens à mes sujets de prévention et de sensibilisation, mais voilà, le corps et l'esprit ne fonctionnent pas sans essence, entre guillemets, et sans une bonne hygiène de vie. Et je pense que vraiment la sensibilisation sur tout ce qui est activité physique et sportive, et également un bon sommeil, une bonne alimentation, etc. C'est des sujets qui doivent être abordés un jour ou l'autre en entreprise parce qu'en fait, tout le monde est concerné et ça impacte forcément la santé mentale et par conséquent également l'épuisement professionnel, etc. Super, merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Et je vois qu'entre-temps, on a eu quelques questions qui sont apparues dans le chat. Deux questions d'Anne et Elisabeth qui vont un petit peu dans le même sens, donc je me permets de les condenser. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du rôle qu'on donne aux managers dans toute cette prévention de la santé mentale et plus largement de la qualité de vie et des conditions de travail? Et la question d'Elisabeth, comment convaincre les managers aussi de participer, d'être porteurs de cette démarche, notamment quand on sait le poids qu'ils ont dans la qualité de vie et les conditions de travail des personnes sous leur responsabilité. Est-ce que vous avez des retours là-dessus?
Si vous voulez, je peux apporter un premier retour sur le rôle des managers. Et puis après, peut-être, on pourra rebondir ensemble sur comment convaincre les managers qui sont plutôt dans une posture réfractaire. Sur le rôle donné aux managers, nous, ce qu'on a plutôt observé chez Mocha.care, c'est d'avoir ce rôle d'alerte. En gros, l'idée, c'est de se dire, en fait, les managers de proximité, c'est eux qui passent le plus de temps avec leurs équipes et donc c'est eux qui sont les plus à même de voir des comportements différents et ça peut être très simple. Je ne vais pas revenir sur mon exemple des toilettes, mais je peux revenir sur un autre exemple de un salarié dans mon équipe qui tous les jours avait tendance à aller déjeuner avec l'équipe, en tout cas faire participer au temps informel d'équipe et puis depuis 2, 3 mois, il vient plus jamais déjeuner avec nous. Finalement, c'est souvent le manager qui peut aussi observer ça au-delà de toutes les enquêtes anonymes qu'on puisse faire, bah, c'est le manager qui va se dire, en fait, ça c'est un comportement étonnant par rapport à d'habitude. Est-ce que ça vaut le coup de poser la question aussi proactivement à cette personne en disant, est-ce que tout va bien? J'ai remarqué ça, voilà, je te pose la question aussi simplement. Et je pense que c'est ce premier pas qu'on demande aux managers et sur lequel nous, on essaie de former au maximum, c'est de se dire, vous, votre rôle, c'est pas de devenir le psy, un psy manager, c'est pas de trouver des solutions, c'est juste de savoir détecter tous ces changements dans les comportements du quotidien qui nous permettent, là je prends la casquette plus, on va dire, thérapeute ou RH, ensuite de trouver la bonne orientation pour aider cette personne. Donc 100% alerte, absolument pas gestion du problème pour le rôle du manager. Je ne sais pas si ça répond à la question d'Anne, en partie. Je pense que oui. Anne, je vous laisserai réagir dans le chat autrement. Éléonore, est-ce que tu souhaitais compléter? Ouais, côté Z, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup avec nos clients. Et c'est quelque chose qu'on essaye de pousser. Donc, quand on va lancer, quand une entreprise va lancer une démarche d'écoute, c'est vraiment essentiel d'impliquer les managers dans le projet au global. Donc, quelque chose qu'on fait, enfin, qui est possible dans l'application et qui va aider aussi, c'est le fait de donner accès, par exemple, aux résultats des enquêtes ou éventuellement aux alertes qui leur permet du coup de récupérer en temps réel les réponses de leurs équipes et du coup d'alerter éventuellement les personnes en interne qui vont pouvoir gérer ces situations et aussi prendre conscience en soi parce que on peut avoir par exemple dans les questionnaires des questions sur moi en tant que manager. Donc ils vont avoir ce retour et puis éventuellement c'est effectivement comme Emmanuel a dit plus au RH pour les aider un peu sur la partie sensibilisation pour les aider éventuellement à améliorer dans leur posture du management. Merci, Éléonore. Euh, Peut-être une question plutôt pour Anicia. Euh, enfin, étant donné ton passé de sportif de haut niveau, on parle souvent de la santé mentale pour les anciens sportifs de haut niveau, le passage, le retour peut-être à une vie plus normale. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu euh, des clés de la gestion de cette transition pour quelqu'un qui a eu un rythme, enfin, un mode de vie très structuré autour d'une activité bien particulière et qui transitionne vers qui doit un peu se réinventer une identité en quelque sorte et qui peut-être, alors c'est peut-être une, une extension un petit peu large, mais je vois le passage du monde du travail vers la retraite qui pour beaucoup de personnes par moment peuvent aussi poser une petite crise identitaire. Est-ce que tu as des clés à nous donner du monde des sportifs de haut niveau? Alors, moi, je vais surtout parler de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu voir à travers des amis qui étaient également du coup sportifs de haut niveau. Je suis pas du tout, je m'impressionne pas du tout préparatrice mentale ou coach mental, hein, parce que je le suis pas. J'ai pas les compétences pour ça. En tout cas, pour ma part, moi, c'était une transition voulue. Donc ça m'a pas du tout impacté et ma santé mentale, ça a été très bien. La seule chose, c'est que de ce que je peux parler de mon expérience, c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, on a toujours des objectifs avec du coup une planification assez précise. Et c'est vrai qu'on fonctionne à ça. C'est un peu notre moteur avec atteindre ses objectifs, en avoir d'autres
Et je pense que c'est important du coup, quand on a une transition, dans le monde professionnel ou même dans sa vie personnelle, de continuer à avoir, ce fonctionnement-là. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qui nous caractérise. Hem et si je peux juste faire, une petite aparté, parce que moi je l'ai pas connu, mais en tout cas, quelqu'un de proche l'a connu. Hem, Souvent les sportifs de niveau qui arrêtent ont une petite crise identitaire, comme tu disais Kayla, parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'on les caractérise non pas pour leur personne, mais en tout cas, enfin qu'on les reconnaît pas pour leur personne, mais pour leur performance sportive, ce qui en fait, est pas le cas. Alors peut-être que c'est le cas pour, que certaines personnes le pensent, mais c'est pas une généralité. Donc en fait, la personne est une personne à part entière et n'est pas caractérisée par, ses réussites ou ses échecs d'ailleurs. Donc je pense que c'est important de prendre un peu de recul et d'arriver à se rendre compte de ça. Et du coup, c'est un peu aussi le cas pour des personnes qui peuvent partir à la retraite. Alors c'est facile à dire, hein, mais en tout cas, quand on part à la retraite, et qu'on n'a plus rien à faire entre guillemets au quotidien, alors qu'on avait beaucoup, de missions importantes, auparavant, c'est vrai qu'on peut vite penser que, bah, en fait les gens nous reconnaissaient et nous appréciaient, même, pour nos compétences professionnelles. Alors qu'en fait, voilà, je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là et se dire que les vraies personnes, celles qui sont importantes pour nous, elles nous apprécient pas pour ça, mais pour notre personne, en tant que telle. Voilà. Merci beaucoup. Et je crois on avait une question encore sur des exemples de pratiques à mettre en place dans le cadre du thème de la semaine QVCT. Mais de toute façon, je vois qu'on arrive en fin de l'heure. Cet échange a été très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été proposées sur diverses thématiques qui touchent à la qualité de vie et conditions de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remodeler toute cette matière en une ressource qu'on va vous envoyer à la suite de ce webinaire. Vous aurez également, et vous avez là sur cette slide, les coordonnées d'Anicia, d'Eleanor et d'Emmanuel, et puis de Paul, côté équipe NOS, si vous souhaitez nous contacter pour poursuivre cette conversation, parce que vous avez des questions plus précises ou pour mettre en place une des solutions qu'on vous propose dans le cadre de la semaine de la QVCT qui arrive ou par après, par la suite. Vos messages seront les bienvenus. Je vous remercie toutes les trois, Eleanor, Anicia, Emmanuel, pour votre participation aujourd'hui. C'était vraiment un échange passionnant. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. J'espère que à notre audience également. Merci d'avoir été aussi participatif dans le chat, dans le cadre du Slido et des questions. C'est super. Et puis, on espère vous voir lors d'un prochain webinaire. Merci à tous. Et puis, Merci. Merci bel Kayla. après-midi. Salut, Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toutes.